Sûreté de l'État, Nicolas Hullens de Schoten, et cette fois il dénonce des menaces de mort et du harcèlement lors de différentes enquêtes. Le mardi 12 janvier, à 8h du matin, j'ai vu arriver une quinzaine de personnes, un juge d'instruction, un procureur du roi, un commissaire de la Sûreté de l'État, ce qui est très paradoxal parce que j'ai appris qu'en fait j'étais perquisitionné dans le cadre d'une requête de la Sûreté, enfin d'une plainte de la Sûreté de l'État pour violation du secret professionnel. Donc c'est très paradoxal de voir dans une perquisition qu'une des parties est juge et partie. Et donc, c'est une période très pénible parce qu'en fait, vous êtes violé dans votre intégrité, dans l'intégrité de votre domicile. Donc, vous avez des gens qui rentrent chez vous, qui saisissent tous vos ordinateurs, tous vos téléphones. Et donc, c'est très invasif. Vous allez me dire que j'ai travaillé 11 ans à la Sûreté de l'État, donc que je ne suis pas sans savoir que ce genre de procédure n'est pas très agréable. Mais vous avez votre femme, vous avez vos enfants qui sont surveillés. Mon fils passait un examen, on a fait savoir à son professeur que cet examen avait lieu dans le cadre d'une perquisition, enfin avec une perquisition, un policier a pris contact avec le professeur, c'est particulièrement pénible, voilà. Je suis rentré donc le 1er mars 2007 à la Sûreté de l'État et donc pendant une très longue période, je travaille à la section économique de la Sûreté de l'État. Les premières années se déroulent sans aucun problème et je pense que avoir consulté mon propre dossier, je pense que la Sûreté était même assez contente de moi. Et puis à partir du moment où je commence à m'intéresser à des dossiers politiques, je sens la pression monter et comme je décide de défendre les intérêts du citoyen belge, de la population, et de ne pas accepter les pressions visant à m'empêcher de travailler sur les dossiers politiques, à ce moment-là, ma vie commence à devenir dure, difficile et même presque un enfer. Le journal L'Écho a révélé ce week-end un audit confidentiel de l'inspection des finances. On y découvre que le siège de la police fédérale a coûté des dizaines de millions d'euros en trop aux contribuables. Voici le siège de la police fédérale sur le site de l'ancienne cité administrative. La surface est de 100 000 m². Et aujourd'hui, il règne comme un parfum de scandale. Au début des années 2000, cette cité était un chantier urbain, l'État a revendu, il y a eu des rénovations et finalement la police s'y est installée. Ce week-end, l'Écho révèle que le coût de ce projet, 312 millions, est bien trop élevé. L'État aurait perdu 40 millions dans cette histoire. Un dossier de la Cour des comptes a pu évaluer à 40 millions le préjudice qu'on peut assimiler à l'argent qui était probablement détourné par corruption. J'ai des sources humaines qui me disent qu'en fait, il y a eu une connivence entre des porte-valises de la NVA, du Parti Socialiste et surtout du MR, et en particulier M. Fontinoy, qui est le porte-valise, si vous voulez, l'homme de main de M. Renders. Et donc, je constate que ces trois partis-là, via leurs hommes de main, se mettent d'accord pour détourner ce que la Cour des comptes a pu évaluer, c'est-à-dire 40 millions d'euros. À partir de ce moment-là, ma vie devient difficile. Le Kazakgate porte son nom à cause du Kazakhstan. C'est ici en 2009 que démarre l'affaire. Sarkozy, alors président français, veut vendre là-bas des hélicoptères. Mais un des copains du chef de l'État kazakh, Patok Chodiev, a des problèmes avec la justice belge. Alors tous ces personnages auraient trouvé, disons, un arrangement. On vous explique. Le 7 décembre 2011, 18 mois seulement après la visite de Nicolas Sarkozy au Kazakhstan, Patok Chodiev, poursuivi pour corruption et blanchiment depuis une dizaine d'années, signe une transaction avec la justice belge. Contre 24 millions d'euros, il ressort du tribunal libre. Cette fin des poursuites, Patok Chodiev la doit à une loi votée quelques semaines plus tôt et qui permet aux personnes poursuivies dans des affaires financières d'échapper à un procès
en négociant une transaction. C'est 7 députés, Voilà, le libéral libéral flamand, qui à un moment donné apparaît avec l'amendement sur la transaction qui pénale. présente l'amendement, parce que c'est vrai que c'est une matière qu'elle connaît bien, déjà déposé des propositions. Sauf que ça paraît suspect. Alors, ce qu'elle explique un peu plus tard dans un article conjoint du Vif Express Thierry de Noël et du Standard Marc Ecole, c'est que quelqu'un du cabinet Renders lui a demandé, elle était en commission abus sexuels dans l'Église, de venir présenter l'amendement. Au nom de la République française, nous nous faisons commandeurs dans l'ordre de la Légion d'honneur. Des proches de Sarkozy interviennent dans ce dossier et des sommes d'argent très importantes sont versées par M. Patok Chodiev, qui est un des 3 Kazakhs impliqués dans le dossier. Et donc je travaille sur ce dossier et je constate la présence de M. Armand de Decker, proche de Didier Renders, faisant partie du même parti. Justement pour influencer le processus législatif. Absolument pas. Dans l'affaire Chaudière. Absolument pas. Mais également de M. Didier Renders dans ce dossier, puisqu'on le retrouve dans les carnets d'une avocate du nom de Catherine de Gaulle. On le retrouve dans des tas d'éléments du dossier. Et là, des pressions sont faites. On me met juste au-dessus de moi quelqu'un qui provient directement de l'entourage de M. Renders et de M. de Decker, un ancien assistant parlementaire nommé commissaire à la Sûreté de l'État, et cette personne m'intime l'ordre d'arrêter de travailler sur ce dossier. Alors, le troisième dossier dont on a parlé, c'est la nouvelle ambassade à Kinshasa. Donc on a construit une énorme ambassade à Kinshasa, et là je retrouve M. Fontinoy, lié avec le curateur de la Sabena, et je constate que on a largement dépassé les budgets qui étaient destinés à la construction de cette ambassade, qu'on a construit une ambassade monstrueuse, si bien qu'il faut placer les Hollandais et les Luxembourgeois dedans pour la remplir. Enfin bon, bref, qu'il y a différentes... il y a différents indices de corruption qui sont présents dans ce dossier-là, et là aussi, des pressions sont faites. Enfin, il y a les fonds libyens. Donc là, vous savez que le colonel Kadhafi avait placé son compte écureuil en Belgique, il avait mis une quinzaine de milliards dans les banques belges, et là, on constate que 2 milliards, les intérêts produits par ces 15 milliards, disparaissent, retournent vers une faction libyenne, avec la bénédiction des pouvoirs belges, des pouvoirs publics belges, et en l'occurrence des gens qui ont été placés par M. Renders. Et donc, de nouveau, vous retrouvez les mêmes individus, M. Fontinoy et M. Renders à la manœuvre. J'ai utilisé toutes les voies de recours normales pour essayer de passer à travers toutes ces pressions. J'ai été entre autres voir le comité R, qui est le comité de contrôle des services de renseignement, et le chef d'enquête du comité R me menace de mort. M. Frank Franceus me menace de mort. Pour la petite histoire, d'ailleurs, M. Frank Franceus vient de démissionner du comité R et il a été nommé au comité supérieur de contrôle de la magistrature. Donc, il y a un article très intéressant d'ailleurs sur le sujet dans le journal Apache, que je vous conseille de lire. Il faut à tout prix qu'on protège les lanceurs d'alerte en Belgique et en Europe en général. Donc il y a une législation européenne qui les protège, mais elle n'a pas encore été transcrite en droit belge. Et si jamais les lanceurs d'alerte peuvent être, comme je le suis maintenant, menacés de mort ou subir des pressions judiciaires, vous n'aurez plus aucune affaire qui vont éclater. Donc les affaires de Liège, OGO Funds et consorts, les affaires de M. Moreau n'éclateront plus. Vous aurez une impunité totale pour le pouvoir politique. Je vous signale que les libertés individuelles ont été fortement diminuées par la période de Covid et ce qui se passe maintenant. Donc si en plus on empêche les lanceurs d'alerte de travailler, de dénoncer ce qu'ils ont à dire, on va vers une diminution des libertés individuelles et une diminution des pouvoirs démocratiques en Belgique, et ça constitue quelque chose de très grave.
Vendredi dernier, le parquet de Bruxelles a classé sans suite une première plainte déposée contre Didier Reynders, qui, je vous rappelle, est actuellement candidat à un poste de commissaire européen. La plainte a été classée sans suite en 3 jours par M. Delmul. Il n'a pas été ni auditionné ni perquisitionné. M. Fontinoy n'a été ni auditionné ni perquisitionné. Et donc vous avez 2 poids, 2 mesures. La Sûreté de l'État a fait l'objet d'une perquisition, mais cette perquisition était purement formelle. Donc, chez moi, pour un domicile privé, il y avait une quinzaine d'un magistrat, 2 magistrats, un commissaire de la Sûreté de l'État et une douzaine de policiers. Lors de la perquisition à la Sûreté de l'État, il y avait en tout et pour tout 4 personnes. Donc, vous voyez bien, et ça c'est pour une administration énorme, donc vous voyez bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Le secret professionnel de la Sûreté de l'État porte principalement sur le secret des sources. Donc il faut protéger les sources de la Sûreté de l'État. Je n'ai jamais mis en péril les sources de la Sûreté de l'État. Donc il y a également un autre élément de la législation qu'il faut savoir, c'est l'article 29 du Code d'instruction criminelle, qui oblige les fonctionnaires à dénoncer les faits délictueux qu'ils apprennent. Donc, si vous voulez, il y a un équilibre à trouver, et j'estime en ayant recouru à toutes les formes de recours possibles, le comité R, des recours auprès de ma direction, etc., avoir utilisé toutes les formes possibles. Donc après ça, je n'avais pas d'autre recours que de dénoncer ces faits auprès de la presse. Je veux continuer à avancer sur des priorités, défendre l'état de droit dans les États membres et dans notre voisinage, mettre en place de nouveaux mécanismes sur cet état de droit, assurer que les droits fondamentaux soient entièrement protégés à l'ère du digital, on vient d'en reparler, rendre opérationnel le parquet européen, assurer la mise en œuvre complète des règles relatives à la protection des données. Thank you. Monsieur Reynders a été nommé commissaire européen à la justice et à la défense de l'état de droit. Donc il est par exemple à la tête du parquet européen qui est censé lutter contre la corruption. Et donc vous avez quelqu'un qui se trouve à une place essentielle dans des scandales d'État comme le Kazakh-gate, comme le déménagement de la police fédérale, comme les fonds libyens ou comme la nouvelle ambassade à Kinshasa. 4 points sur lesquels nous n'avons pas de réponse concernant des fonds qui ont disparu. Et M. Reynders se retrouve à la tête de la justice européenne. Comme je l'ai indiqué au moment des faits, nous avons Al Capone à la tête de la police de Chicago, en fait. Et donc, c'est très grave aussi. C'est une situation qui est extrêmement grave. We need to organize a better framework to have a rule of law to fight against corruption. M. Reynders bénéficie d'une immunité dans ce cadre-là. Maintenant, il faut savoir que si le scandale éclate, M. Klaas, qui était secrétaire général de l'OTAN, a dû démissionner à l'époque du scandale Augusta. Donc je ne pense pas que la situation de M. Reynders serait tenable si la justice belge devait mettre à jour des détournements de fonds faits par M. Reynders ou par son plus proche collaborateur, M. Fontinoy. Je risque 3 ans de prison, je risque une interdiction professionnelle, je risque une grosse amende. Bref, c'est une situation qui est très peu agréable. Je risque le fait d'avoir un casier judiciaire, même si je ne suis condamné qu'à une peine avec sursis, puisque je n'ai jamais été condamné à des faits répréhensibles, enfin, une peine de prison pour des faits répréhensibles. Donc ma situation est très peu agréable. Je suis sous pression. À l'heure d'aujourd'hui, je me dis que la lutte pour la démocratie mérite de courir ce risque. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai toujours soutenu que l'état de droit devait être examiné de manière exhaustive et continue. C'est une ambition que j'ai eu l'occasion de porter dans des fonctions antérieures. M. Reynders bénéficie d'une
immunité dans ce cadre-là. Maintenant, il faut savoir que si le scandale éclate, M. Klaas, qui était secrétaire général de l'OTAN, a dû démissionner à l'époque du scandale Augusta. Donc je ne pense pas que la situation de M. Renders serait tenable si la justice belge devait mettre à jour des détournements de fonds faits par M. Renders ou par son plus proche collaborateur, M. Fontinoy.